Chapitre 239, Loup-garou de la calamité. Avant même qu'elle réalise ce qui se passait, le corps de Romine avait déjà réagi au danger. Sa lame s'élança et frappa l'arrière de la tête baissée du loup-garou. Cependant, la lame cessa d'entrer avec un bruit sourd. Le loup-garou, ayant achevé sa transformation, s'était débarrassé de son déguisement d'humain, révélant sa véritable forme recouverte d'une fourrure raide. Tout comme le joueur Wobitswem Messick était apparu avec les vampires sur le 3e continent, un joueur inconnu connu sous le nom de Boelduc. Dans le 1er continent était apparu avec les loups-garous. Cependant, alors que la plupart des espèces pouvaient être transformées en vampires, les loups-garous ne pouvaient être transmis qu'au sein de ce que les joueurs appelaient communément des espèces humanoïdes, telles que les humains, les elfes et les nains. Grâce à une réponse rapide et aux efforts conjoints de diverses nations, la propagation de la transformation des loups-garous a été stoppée. Les loups-garous du 1er continent se sont retrouvés dans une situation similaire à celle des vampires de l'Empire. Bien qu'ils n'aient pas besoin de boire le sang des autres comme le faisaient les vampires, la nature violente et bestiale inhérente aux loups-garous était considérée comme tout aussi dangereuse. Après la mort du dieu maléfique, ils se sont dispersés dans toutes les directions, certains se rendant même sur le 2e continent. Le royaume de l'Union a également connu sa part de discrimination raciale, mais ces normes étaient différentes de celles des autres nations. L'Encolère surveillait de près le pouvoir des loups-garous, promettant de les accueillir s'ils pouvaient prouver leur valeur malgré leur nature violente. Et le loup-garou devant moi est probablement le résultat de cette promesse. Le visage du loup-garou apparut dans celui de Romine. Vu, ses dents densément tassées se révélèrent alors qu'il grognait. Le loup-garou tenait l'épée de Romine dans une main et la lame était coincée entre ses griffes. C'est tout. Vampire de l'Empire. La différence de force était difficile à accepter pour Romine car elle utilisait ses 2 mains alors que le loup-garou n'en utilisait qu'une. Décidant d'abandonner une bataille de puissance brute, Romine bougea immédiatement une main pour dégainer sa prochaine épée. Ou du moins, elle a essayé. Sad. Le corps de Romine s'est envolé dans les airs, ayant l'impression d'avoir été heurté par un tronc d'arbre. Elle a fracassé le plafond de pierre du chemin et est finalement retombée au sol. Quoi? Que vient-il de se passer? Bien qu'elle ait adopté par réflexe une position défensive, son avant-bras la faisait palpiter et son dos la piquait. Quelque chose était cassé ou fissuré? La douleur arriva tardivement et Romine ravala un gémissement. Elle avait été frappée par le poing du loup-garou. Même pour un loup-garou, ce niveau de force est. Romine se releva rapidement. Le plafond contre lequel elle s'était écrasée a éclaté et les débris ont de nouveau coulé. Le loup-garou bondit de sa position, révélant sa vraie forme sous la lumière du soleil. En voyant sa peau argentée, Romine réalisa son identité. Le loup-garou de la calamité. Le loup-garou argenté, maintenant plus de 2 fois sa taille d'origine, marchait sur 2 jambes vers elle. Le loup-garou dit. Oui, je suis Arugarob, le 7e apôtre de l'Encolère. Romine a senti tardivement la bile monter du fond de sa gorge. Arugarob, un descendant du dieu maléfique, a conduit la meute de loups-garous sur le 2e continent et s'est soumis à celui en colère, devenant ainsi le roi des loups-garous. Après tout, même s'il commandait directement de nombreuses troupes, l'Encolère n'avait pas manqué l'intrus dans le château céleste. Cependant, gérer directement les troupes serait une lourde tâche, c'est pourquoi ils avaient envoyé un délégué. Envoyer un apôtre pour attraper un intrus pouvait sembler excessif, mais pour l'Encolère, c'était un moyen d'assurer une sécurité maximale. Je n'arrive pas à croire que je doive affronter un apôtre à moins qu'Owen soit là. Non, je dois penser différemment. La présence ici d'un apôtre signifie que les forces ennemies sont mal équilibrées. Si je risque ma vie et que je m'abstiens autant que possible. Elle a dû risquer sa vie et endurer. Elle n'avait pas d'autre choix. Aruga était un apôtre du royaume de l'Union, mais Romine avait entendu parler de leur réputation.
Ce loup-garou était autrefois entré dans une petite nation qui avait refusé l'entrée à sa meute dans le royaume de l'Union et avait capturé le château royal en une seule nuit. Bien qu'ils aient été blessés, ils ont également tué un dragon seul. Tout cela est le résultat de leur réalisation de leur vivant. Une personne comme moi ne fait pas le poids. Romine sentit un frisson lui parcourir le dos. C'était un sentiment auquel elle s'était habituée maintenant. L'expansion de son champ de vision lorsqu'elle se tenait au bord d'une falaise, regardant en contrebas, était une stimulation qui semblait découvrir quelque chose de plus profond et de plus sombre que le simple paysage devant elle. C'était le sentiment de se préparer à la mort. C'est le dernier sentiment ressenti par ceux qui souhaitaient se sacrifier au Panthéon. Romine a embrassé ce sentiment. Tirant sa deuxième épée, elle dit : « Viens à moi, toi. » Elle chercha la bonne phrase pour provoquer le loup-garou. Chiot. Chiot. Aruga parut momentanément décontenancé et confus, visible même sur leur visage de loup, mais après un bref moment de contemplation, ils semblèrent prendre cela comme une insulte comme Romine l'avait prévu. Ah, je ne perdrai pas beaucoup de temps sur quelque chose comme toi. Aruga la chargea. Rapidement. Très vite, mais, Romine plissa les yeux. Je peux le voir. Romine ne pouvait pas égaler Aruga en vitesse et en puissance, mais elle pouvait prédire leurs mouvements à partir de la forme révélée de leurs corps et du mouvement de leurs muscles. Au moment où elle a esquivé deux attaques successives, avec Aruga balançant alternativement ses deux pattes avant, Romine a enfoncé son genou dans la mâchoire d'Aruga, dont l'attention a été momentanément dispersée à cause de la protection contre l'épée. C'est lourd, soulever un rocher. Cependant, Romine avait une autre capacité pour ajouter à sa force insuffisante. PZZZT. Au moment où le genou de Romine a frappé la mâchoire d'Aruga, une étincelle électrique a crépité, comme si elle transperçait la mâchoire et le crâne d'Aruga. Les yeux d'Aruga se sont agrandis à cause de la douleur. Comment oses-tu ? Cependant, même après avoir reçu le choc électrique, Aruga n'est pas devenu un peu raide comme Romine l'avait prévu. Aruga, s'appuyant sur ses deux pattes avant, se propulsa dans les airs, rentrant son abdomen et rassemblant ses deux jambes. C'était un mouvement tout à fait inattendu et étrange. Les deux jambes du loup-garou se relevèrent, frappant Romine à la poitrine. Je ne peux pas respirer. L'air fut expulsé de force de ses poumons, et c'était si douloureux qu'elle se demanda si sa poitrine s'était ouverte, ajoutant aux dégâts qu'elle avait reçus lors de la première attaque. Le corps de Romine s'est envolé de plusieurs dizaines de mètres dans les airs avant de heurter le sol et de rouler plusieurs fois en arrière. Allongée sur le dos et regardant le ciel, Romine parvenait à peine à lever la tête. Aruga fit alors un seul saut et atterrit juste devant Romine. Samp. Je vais mourir de cette façon. Romine a essayé de soulever son corps, mais tout à coup elle a toussé et du sang et des vomissements ont coulé. Sa poitrine était mouillée par son propre sang expulsé. Aruga, effleurant leur mâchoire brûlée avec sa patte, dit : C'était surprenant, mais est-ce tout ? C'est intéressant que tu sois toujours en vie. Les vampires sont en effet résistants. Aruga s'est approché en disant : Je mettrai fin à ta douleur. Endurant la douleur intense, Romine a soulevé le haut de son corps, mais ses jambes ne bougeaient pas. Pour être précis, il semblait que les muscles ou les tendons autour de son abdomen étaient endommagés. Je peux encore me battre, n'est-ce pas ? Lève-toi, murmura Romine pour elle-même, forçant ses yeux à s'ouvrir, qui se fermaient pour une raison quelconque. C'est alors que Romine a vu l'air tremblant d'un côté de son champ de vision. Quelque chose bougeait. Qu'est-ce que c'est ? Au début, c'était trop petit pour le remarquer, mais alors qu'elle regardait attentivement, il traversait rapidement les nuages, s'approchait à une vitesse incroyable, et il visait précisément le dos d'Aruga, se rapprochant. La distance. Serait-ce, Romine réalisa une chose. Tout comme l'encolère l'avait observé, le Panthéon la surveillait également. Cela a commencé lorsque nous sommes tombés du ciel.
Ils avaient sauté sans parachute, mais le vent fort les avait doucement attrapés tous les trois, les plaçant doucement sur le dessus de la forteresse céleste, puis ils ont dévié les balles. Tout s'est passé trop vite pour qu'elle puisse comprendre, mais lorsqu'elle est tombée dans l'embuscade, Romine n'avait pas été touchée par une seule balle. Il était difficile de considérer cela comme une simple coïncidence. Une sorte de pouvoir était présent autour de Romine. Et à mesure que le château céleste se rapproche des ruines de Rasdazil et des terres de l'Empire, ce pouvoir devient plus fort. C'était exactement ce qu'elle avait pensé. Maintenant, le troisième miracle du Panthéon était prêt pour Romine. Alors que Romine anticipait ce qui allait se passer et qu'un sourire apparut sur ses lèvres, Aruga dit : « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? » Romine secoua légèrement la tête. Aruga ignora l'attitude de Romine et tenta de s'approcher d'elle, mais soudain, leurs instincts animaux leur dirent de se retourner. Tourner le dos à un ennemi au combat, surtout en tant que guerrier de l'encolère, était une folie. Cependant, Aruga était un loup-garou, ils avaient confiance en leur propre nature, et c'était cette confiance qui les avait amenés à la position d'apôtre. Ce qu'Aruga a vu était une balle de plomb pointue, sans rien de remarquable, si ce n'est qu'elle mesurait près d'1 mètre de diamètre. Nous n'avions pas le temps de l'esquiver. Aruga a étendu par réflexe ses 2 pattes avant pour le bloquer, et Romine n'a pas pu voir ce qui s'est passé ensuite. Boum! Aruga a disparu de la vue de Romine avec l'ogive, et tout ce qui a suivi a été une pluie de débris. La chaleur de friction créée par l'ogive, et le bruit fait par l'atmosphère s'est ouvert dans son sillage. Romine a soulevé son corps pour regarder l'endroit où l'ogive avait frappé Aruga. La poussière montait entre les murs de pierre compliqués du château céleste. L'artillerie du château mobile était si puissante. Astérisque, Linda demanda. Est-ce que ça les a touchés ? Ça faisait. La précision du boulet de canon tiré par l'artillerie du château mobile était médiocre. Cependant, la coquille s'est envolée dans le ciel, captant le vent et traversant l'atmosphère. En d'autres termes, si le ciel pouvait être contrôlé, il serait possible de décider où et comment frapper le canon. Sun Muin-woon, ayant obtenu la grande zone, ciel, a réaligné la trajectoire du vent pour l'ogive tirée depuis le château mobile, puis envoya l'ogive du château mobile directement vers l'ennemi qui méritait le plus de prudence, l'apôtre de l'hégémonie. Une arme capable d'intercepter un apôtre de quelque manière que ce soit avait une grande valeur stratégique. Sont-ils morts ? J'espère qu'ils le sont. Sang-Moon a ajusté d'autres parties du champ de bataille pendant un moment, s'attendant à ce que la poussière retombe. Fiwenovel. Olinda, qui regardait l'écran de Sang-Moon à côté de lui, a déclaré. Ils ne sont pas morts ? Il est encore temps jusqu'à l'arrivée de la prochaine ogive du château ambulant. Sang-Moon secoua la tête. Cela n'a pas d'importance. Astérisque sous la démolition, Aruga Robe, avec de la poussière et du sang partout sur sa belle fourrure argentée, s'est relevé. En train de bloquer et d'éviter l'ogive géante, qui était aussi grosse que le haut de leur corps, leur épaule gauche avait été arrachée par la friction, exposant la chair crue. Cependant, Aruga Robe s'est mouché et a nettoyé le sang de leurs narines, puis est monté sur une tour de guet à proximité. De là, ils ont repéré Romine. Romine a également vu Aruga et a ajusté sa prise sur son épée. Ils ont définitivement reçu un coup violent. À en juger par l'étendue des dégâts, la situation d'Aruga est bien pire. S'il n'était pas apôtre, il serait sûrement mort. Mais la situation ne semblait pas favorable à Romine. Les blessures d'Aruga guérissaient grâce aux capacités naturelles de guérison d'un loup-garou et au pouvoir d'un apôtre. De plus, un apôtre pouvait déployer toutes ses forces jusqu'au moment où il rendait son dernier souffle, ce qui n'était pas le cas de Romine. Peut-être que cela pourra être terminé avec le prochain obus. Mais pour ce faire, je dois rester en vie sur ce château céleste d'ici là. Bien qu'Aruga ne semblait pas avoir l'intention de s'enfuir, il semble qu'il prévoyait de tuer rapidement Romine puis de s'échapper du prochain obus.
Une fois que leur épaule déchirée fut quelque peu guérie, Aruga sauta des dizaines de mètres jusqu'à l'endroit où se trouvait Romine. Bruit. Aruga se lécha les lèvres et dit. Vous aviez quelque chose sur quoi compter? Envisagez-vous de rester comme ça alors que votre tête pourrait être arrachée et s'envoler la prochaine fois? Pensez-vous que je serai là d'ici là? Romine voulait en fait être d'accord avec les propos d'Aruga. Elle n'avait pas beaucoup confiance en elle. Mais je n'ai pas d'autre choix que d'essayer. Juste au moment où les deux étaient sur le point de recommencer à se battre, une voix vint de la gauche de Romine. Romine Solosmuel, regarde par ici. Il y avait un groupe de gobelins légèrement armés d'armes et vêtus de vêtements noirs.